Dans cette vidéo, nous allons étudier le lien entre travail et intégration. Alors, rappelons rapidement ce qu'est l'intégration. En fait, c'est un processus d'incorporation d'un individu dans un groupe social ou dans une société donnée. Plus précisément, si l'on s'appuie sur la définition de Bénard, l'intégration, en fait, repose sur trois choses. Premièrement, il faut que les individus possèdent une conscience commune, qu'ils partagent les mêmes sentiments, les mêmes croyances, les mêmes coutumes, les mêmes pratiques. C'est ce que Bénard appelle la dimension religieuse de l'intégration. Deuxièmement, il faut que les individus soient en interaction les uns avec les autres, qu'il y ait des échanges, de la sociabilité, de la communication. C'est ce que Bénard appelle donc la société de type domestique. Troisièmement, il faut que les individus se sentent voués à des buts, à des idéaux communs. C'est la dimension donc politique de l'intégration. Alors, si l'on étudie plus spécifiquement le lien entre l'intégration et le travail. Alors, le travail intègre, bien évidemment. Il intègre en tant qu'instance de socialisation et en tant que source de revenus et de droits sociaux. Mais le rôle intégrateur du travail est largement remis en cause. Déjà, son rôle central est largement discuté. Et le chômage, avec la précarité, tend à invalider sa dimension intégratrice. Alors, si l'on rentre maintenant dans le détail des éléments que nous venons de citer. Le travail intègre en tant qu'instance de socialisation. Donc, le travail constitue bien évidemment une instance de socialisation fondamentale, essentielle, et à ce titre va favoriser l'intégration des individus. Il permet l'apprentissage, l'intériorisation de codes sociaux, les horaires, le respect, que ce soit de la hiérarchie, des collaborateurs, etc. Les relations de travail remplissent une fonction de socialisation secondaire qui va également avoir un impact sur la sociabilité des individus, sur l'intensité de leurs échanges, des communications, donc le fait de pouvoir discuter, sympathiser avec ses collègues de travail. Les relations professionnelles donnent en plus accès à différentes formes de participation sociale, ce qui contribue en plus encore à pouvoir intégrer l'individu. Le travail contribue à définir la position sociale de l'individu et il participe au phénomène de mobilité sociale, alors surtout si l'on s'intéresse bien évidemment à la mobilité sociale ascendante. En dehors du monde du travail, la sociabilité va se développer pour la simple et même raison que on pourra tisser des liens sociaux avec les collègues de travail, les retrouver en dehors de l'entreprise et dans certains cas, on pourra même vivre dans un lieu, dans un quartier en fait, avec ces mêmes personnes. Je pense notamment à François Dubay quand il s'est intéressé à ce qu'il appelait les banlieues rouges, qui correspondaient tout simplement à des quartiers d'ouvriers et qui votaient communistes, qui étaient syndiqués, etc. Donc on voit bien qu'en fait, le fait d'être ouvrier avait comme conséquence de développer la sociabilité en dehors du monde de l'entreprise et à ce titre de tisser des liens. Enfin, le travail est fortement chargé symboliquement. Avoir un travail, c'est occuper une place dans la société. C'est faire partie de la société. C'est être intégré dans celle-ci. Inversement, ne pas en avoir, être au chômage, c'est avoir un statut inférieur. C'est dans certains cas être exclu, être marginalisé. Comme le disait Norbert Alter, l'entreprise constitue l'un des lieux de socialisation centraux du monde contemporain et de ce fait dispose d'une responsabilité sociale. Cela n'est pas sans rappeler le titre de l'ouvrage de Renaud Saint-Saulieu, L'identité au travail, pour bien montrer le rôle central, le rôle moteur qu'occupe l'entreprise, puisqu'elle va donner aux individus un statut social et à ce titre favoriser leur intégration. Le travail procure également des revenus ainsi que des droits sociaux. Le travail assure un revenu d'activité qui va permettre d'accéder à la société de consommation. En consommant, en accédant à la propriété, en permettant d'accéder au crédit. Le travail va également donner accès à des droits sociaux qui vont permettre de protéger les individus face à certains risques sociaux. La maladie, la vieillesse,
le chômage. Autrement dit, comme Robert Castel a pu le mettre en évidence, on va avoir une apparition puis un développement de la propriété sociale. La propriété sociale, cela correspond tout simplement au fait que l'État, les pouvoirs publics vont se développer et ils vont permettre, grâce à la sécurité sociale, de donner aux individus des droits, donc ça fait référence à propriété, qui vont protéger les individus donc contre les insécurités de la vie. Le fait de travailler permet de cotiser, des cotisations vieillesse, des cotisations chômage, des cotisations maladie, ce qui, en cas de réalisation d'un risque social donné, le risque maladie, le risque chômage, le risque vieillesse, va permettre d'aider l'individu. Complémentairement, en plus donc des revenus directs que procure le travail, l'État-providence met donc en place des revenus indirects, par exemple en versant des prestations sociales dans certains cas, et également des revenus qui vont être différés. On pense notamment aux pensions de retraite qui succèdent à la période d'activité des individus. Cependant, le rôle socialisateur, intégrateur du travail est largement remis en cause. Déjà, en fait, le rôle central du travail est lui-même discuté. D'après Méda, en fait, les 3 éléments constitutifs d'une intégration par le travail sont remis en cause. Déjà, si on s'en tient au niveau de l'entreprise. Alors au sein de l'entreprise, on a une course à la productivité. Il faut être toujours plus efficace, produire vite, avoir l'organisation la meilleure possible. À ce titre, il y a une pression qui va s'exercer sur l'individu, une pression au résultat, une pression à la productivité, et qui va potentiellement s'avérer négative pour eux. Les entreprises, en ayant un recours de plus en plus important à la flexibilité, par exemple des CDD, l'intérim, etc., vont modifier le rôle, vont modifier son rôle, dans la mesure où, quand on est en CDD ou en intérim dans une entreprise, on y est pour quelques mois, quelquefois d'ailleurs pour quelques semaines, voire pour quelques jours. Comment voulez-vous que cette entreprise contribue à votre socialisation, à votre intégration dès l'instant où le temps passé dans celle-ci sera relativement faible? Vous n'aurez même pas le temps de tisser des liens avec vos collègues de travail. Et d'ailleurs, vous n'en aurez pas nécessairement envie, puisque vous savez qu'ils ne seront pas longtemps vos collègues. Deuxièmement, on a une modification également au niveau de l'encadrement syndical. La désyndicalisation diminue le rôle socialisateur des syndicats. Troisièmement, on a une évolution de la condition salariale. Le chômage s'est largement développé. La précarité est devenue la règle pour un certain nombre d'individus. Chômage, précarité, flexibilité, tout cela remet en cause le rôle intégrateur du travail. Et c'est même plus subtil en fait. On sait que Serge Pogam, par exemple, a mis en relation l'instabilité professionnelle et la satisfaction au travail. L'intégration est assurée, effectivement, si on a un emploi stable et que l'on est satisfait d'exercer cet emploi. L'intégration deviendra laborieuse. Ça veut dire qu'elle deviendra problématique. Même en situation de stabilité professionnelle. Il suffit à ce titre que l'on soit insatisfait du travail, de la tâche que l'on effectue. Autrement dit, on va travailler par obligation. Quelquefois, c'est un travail alimentaire, ou même c'est un travail qui, à force du temps, à force des années, à force de l'ambiance, à force de la pression exercée, que ce soit par les supérieurs hiérarchiques ou même par les clients, fait que il n'y a plus de plaisir. Travailler devient une contrainte, tout comme l'origine étymologique du mot travail le laisse penser. On peut également avoir une intégration incertaine, si l'emploi bien évidemment est instable, CDD, intérim, etc., bien que l'on soit satisfait d'exercer une tâche, mais qui ne sera qu'éphémère. Et à l'autre bout de l'échelle, on a une intégration disqualifiante quand on est en situation bien évidemment de précarité professionnelle, du CDD, de l'intérim par exemple, des stages, des contrats aidés, etc. Et qu'en plus, la tâche que nous exerçons est peu gratifiante, peu intéressante, peu satisfaisante. On voit bien que le fait même d'avoir un travail, même stable, ne participe pas nécessairement
à l'intégration des individus. Des individus qui occupent un emploi stable peuvent souffrir de troubles musculo-squelettiques à force de répéter les mêmes gestes, de dépression, et dans certains cas, cela peut aller jusqu'au suicide. Alors le chômage et la précarité remettent en cause le rôle intégrateur du travail. Le chômage est très important, il touche à peu près 9 ou 10% de la population active, près d'un jeune de 15-24 ans sur 4. On a une très forte progression donc des formes d'emploi dites atypiques, l'intérim, les CDD, etc., qui représentent approximativement 30% de l'emploi salarié total. En fait, les emplois stables sont proportionnellement moins nombreux et s'opposent aux emplois précaires. On a ce que Pierre et Dringer appellent, dans leur théorie du dualisme, une segmentation croissante du marché du travail. Autrement dit, d'un côté des emplois stables, protégés, bien rémunérés, avec des possibilités d'évolution de carrière, une protection également par le biais des syndicats, et d'un autre côté des emplois instables, précaires, moins protégés, moindrement représentés, moins rémunérés, moins évolution salariale. Tout cela, bien évidemment, va avoir des conséquences négatives en termes d'intégration. Ça va restreindre l'accès à la consommation, au crédit, rendre plus difficile l'accès à une mutuelle santé complémentaire. Ça peut amorcer ce que l'on appelle un processus d'exclusion. On sait que les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du RSA subissent un chômage d'exclusion. Ils sont exclus du marché du travail et sont quelquefois stigmatisés d'ailleurs comme des incapables, des assistés. D'après Castel, ceux qu'il appelle les naufragés de la société salariale, autrement dit les chômeurs longue durée, les adultes bénéficiaires du RSA, les jeunes qui ont des stages, etc., subissent un processus de désaffiliation. En fait, ils sont passés de la zone d'intégration, où ils bénéficiaient d'un emploi stable, d'un tissu relationnel dense, de beaucoup de sociabilité, à une zone de vulnérabilité avec de la précarité professionnelle, de l'instabilité professionnelle, jusqu'à terminer dans la zone de désaffiliation qui se caractérise par justement l'absence de travail, le chômage, un tissu relationnel, des sociabilités qui sont relativement faibles. On voit ici que l'individu a largement, en fait, s'est largement inséré dans un processus d'exclusion, qui est bien évidemment le contraire d'intégration.